Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fièvre hémorragique virale Ebola en Guinée. Les autorités et les partenaires poursuivent les efforts pour circonscrire l'épidémie. Une épidémie qui a déjà fait une centaine de victimes. Le sud de la Guinée reste l'épicentre du virus. La capitale Conakry enregistre des cas, mais des cas sous contrôle. Ce soir, votre émission Grand Dossier s'intéresse à ce virus mortel et à la riposte des autorités guinéennes, les autorités guinéennes qui sont donc soutenues par la communauté internationale. Alors, les questions ce soir, qu'est-ce que la fièvre hémorragique virale Ebola? Que faire pour éviter la contamination? Quelles sont les mesures prises par les autorités pour couper la chaîne de transmission? Voilà pour les questions. Des éléments de réponse vous seront donnés ce soir par les invités que j'ai sur ce plateau. Il s'agit tout d'abord du professeur Mamadou Aliou Baldé. Il est le directeur du Centre de recherche pour les plantes médicinales du Brika. L'expert américain Pierre Rollin du CDC, entendez Centre de contrôle et de prévention à Atlanta. Dr Mfali Magasuba, directeur du laboratoire des fièvres hémorragiques. Et Dr Mamadou Boiro, directeur général de l'Institut Pasteur de Kindia. Chers invités, bonsoir et merci donc d'être sur ce plateau avec nous. On rentre dans le vif du sujet. C'est quoi le virus Ebola? Je commence par professeur Baldé. Puisque nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir justement un professionnel qui nous vient des États-Unis dans le cadre de la solidarité internationale de riposte contre Ebola. D'accord. Je pense que notre expert de la CDC est bien placé pour nous définir la ce que c'est Ebola. Merci beaucoup. Donc le virus Ebola, c'est un virus qui existe depuis très longtemps, qui vit habituellement dans les chauves-souris et qui de temps en temps passe dans la population animale ou humaine hors des chauves-souris. C'est très rare quand ça passe, mais on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup de cas, une grosse mortalité chez l'homme et le plus souvent la sentinelle, c'est des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont en contact avec les patients qui sont infectés et ils s'infectent plus facilement. C'est un virus qui est très dangereux, qui entraîne une mortalité importante, qui peut atteindre dans certains cas 90% des malades, c'est-à-dire 9 malades sur 10 peuvent mourir. Il semble que ce ne soit pas le cas en Guinée, où c'est à peu près, d'après les derniers chiffres, environ 6 malades sur 10, mais c'est quand même beaucoup. Mais c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer parce que beaucoup de symptômes sont les mêmes que des maladies courantes qui circulent en Guinée ou dans d'autres pays. On va revenir sur les symptômes. On dit que le virus a été découvert pour la première fois en Afrique centrale et le nom Ebola viendrait de la rivière, d'une rivière donc, où le virus a été découvert pour la première fois. Parlez-nous-en un peu. Alors, le virus a été découvert en 1976 dans le nord de ce qui est maintenant la République démocratique du Congo. Le long d'une rivière qui s'appelle Ebola, et on a donné le nom de cette rivière. La même année, il y a eu une épidémie aussi au Soudan, et on a isolé aussi un virus là. Et le nom qu'on leur a donné, c'était Ebola Zaïre, Ebola Soudan. D'accord. Ça ne veut pas dire que ces virus ne sont qu'au Zaïre ou qu'au Soudan, mais ça veut dire que la première fois qu'on les a trouvés, c'était au Zaïre et au Soudan. D'accord. Alors, pour revenir maintenant aux symptômes, professeur Baldé. Il a commencé tout à l'heure à parler de fièvre, de vomissement, de diarrhée. Oui. Bon, enfin, ça, c'est les traits essentiels. Et comme il le dit, la fièvre hémorragique Ebola est relativement récente. Et ce qui fait que sa gestion, c'est ce qui complique sa gestion, bien entendu. Il y a des fièvres qui peuvent ressembler au paludisme ou à d'autres pathologies courantes de chez nous, comme il a bien rappelé. Et puis, on a des douleurs qui ressemblent un peu aussi à la fièvre typhoïde. Et il arrive un moment où on peut vomir du sang, ou alors on élimine par les selles également du sang.
pas évidente à diagnostiquer pour ces dénominateurs communs que la fièvre a par rapport à d'autres pathologies courantes dans notre pays. D'accord. Et pour quelqu'un qui n'est pas malade, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter d'être contaminé? Docteur Magasouba. Oui, merci. Bon, pour éviter d'être contaminé, la première précaution, c'est d'éviter le contact direct avec les malades. Parce que le virus se transmet par contact direct lorsque le sujet se trouve à la phase avancée de la maladie. D'accord. Voilà. Deuxième, c'est lorsque vous êtes même un médecin ou un travail de laboratoire, vous allez travailler avec le sujet malade, il faut se débarrasser de ces objets de protection et les détruire rapidement. Donc utiliser des objets à usage unique. Quand vous l'utilisez, après vous les neutralisez, vous les détruisez, vous l'envoyez à l'incinération. Troisième, c'est l'hygiène simple, laver les mains, maintenir l'hygiène autour de soi. Et on dit que la chauve-souris est le réservoir naturel de ce virus. Comment se fait donc la transmission à l'homme? Vous savez, l'Institut Pasteur de Guinée, donc vous êtes le directeur général, dont je suis le directeur général, fonctionne depuis 1922. Je vais vous dire que la chauve-souris aussi était déjà impliquée dans les recherches et les résultats que nous avons obtenus à l'Institut Pasteur de Guinée. Je peux vous dire qu'à l'Institut vous étiez bien depuis 1922, avant même l'indépendance. Je vais vous dire maintenant, depuis 1977, un laboratoire de virologie et de microbiologie a été inauguré à l'Institut Pasteur de Guinée. Et ça a réorienté nos recherches. Je peux vous dire que sur la chauve-souris, nous avions déjà découvert d'autres virus. C'est le cas du virus Fomédé. Donc nous, depuis longtemps, nous savons que la chauve-souris est capable de transmettre beaucoup de maladies virales. Depuis longtemps, vous le savez, mais aucune disposition n'a été prise, parce que la preuve aujourd'hui, on a le virus d'Anomie. Au contraire, des virus tout à fait nouveaux, comme le virus, d'ailleurs qui porte le label guinéen, le virus Colenté, le virus Forécaria. Ces virus sont différents du virus Ebola, évidemment. Non, tout à fait. Mais pas ça, c'était encore tout à fait des nouveaux virus qu'on a eu à isoler à l'Institut Pasteur de Guinée et qui, nous avons eu l'avantage de leur donner des noms. Et ces noms ont porté le label guinéen. C'est pour ça, dans le catalogue international des virus, vous verrez le virus Kindia, vous verrez le virus Forécaria, vous verrez le virus Colenté. Oui, mais ces virus ne sont pas aussi mortels. Au cas de Ebola, est-ce que ces virus sont aussi mortels? Est-ce que ces virus dont vous parlez maintenant, est-ce que ces virus sont aussi mortels que le virus Ebola? Non, pas du tout. Voilà. Je vais vous dire qu'en Guinée, au début, dans le fonctionnement de l'Institut Pasteur de Guinée, on s'était un peu intéressé à ce virus. Mais je peux vous dire que dans les années, depuis qu'on l'a découvert en 1976 au Zaïre, la Guinée, nous avons cherché à voir s'il y avait en tout cas une séroprévalence de ce virus Ebola en Guinée. Je puis vous dire que toutes les enquêtes et tout ce que nous avons fait comme travail, il n'y avait aucune suspicion d'Ebola. Le Lassa, par exemple, l'Institut Pasteur de Guinée de Kindia, nous l'avions déjà découvert. Parce que le Lassa vient de la Sierra Leone et ce virus a les mêmes symptômes. Pas d'un pays à un autre. D'accord, mais ce virus a les mêmes symptômes que Ebola. Oui. Et maintenant, lui, le docteur Pierre Rollin, quand ils ont su qu'il y avait Ebola, il y a eu un projet que vous tous vous avez suivi ici, qu'on appelait l'ASA. C'est ce qui a fait qu'eux, ils sont venus d'abord signer des accords avec l'Institut Pasteur de Kindia, et puis ils sont allés à la première ligne. Et tout le monde s'intéressait à l'ASA. C'est ce qui fait que même Ebola, là, je peux vous dire la vérité, tout le monde, nous tous, nous avons cherché l'ASA. D'accord. Par contre, cette solidarité internationale dont la Guinée a bénéficié, il faut
faut s'en féliciter. On va en reparler amplement tout de suite. Alors, je reviens toujours sur ma question. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter d'être contaminé par ce virus, professeur? Les mesures rigoureuses d'hygiène. Oui. Nous sommes évidemment dans un pays où ça pose problème, le problème de l'hygiène. Oui. On a parlé des chauves-souris. C'est vrai que la tendance est de camper l'origine sur les chauves-souris. Mais des recherches relativement récentes ont abouti également à isoler des virus voisins qui ressemblent drôlement à Ebola dans des insectes. Or, les insectes étant herbivores, il y a également des gens qui ont pensé qu'on peut retrouver un virus similaire dans les plantes. Mais pour l'instant, les chauves-souris, dans les plantes même, il y en a qui également évoluent sur cette piste-là. Par rapport aux mesures d'hygiène, et c'est là surtout que le problème est très 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 important au niveau de nos populations, parce qu'il y en a qui continuent à ne pas croire véritablement à la présence d'Ebola dans notre pays. L'hygiène, elle doit être rigoureuse. C'est pour ça que quand on demande de laver les mains à l'eau de Javel, c'est pas pour rien. Il a bien indiqué le contact avec les liquides humains, et rien que ce contact-là peut permettre la propagation rapide de Ebola. Donc en appliquant déjà les mesures d'hygiène, là c'est déjà une riposte suffisamment significative, puisqu'il n'y a ni remède, il n'y a ni traitement, ni vaccin. Voilà. D'accord. Docteur Rollin, la contamination de l'animal à l'homme, comment elle se passe? Alors, chez la chauve-souris, quand elle est infectée, elle rejette du virus dans la salive, dans les selles, dans l'urine. Elle peut avoir du virus dans le sang, donc les gens qui capturent les chauves-souris, quand on les dépaisse, ou si on les tire au fusil et que ça saigne, ou si on les nettoie, là, on peut se contaminer là. Donc c'est certainement un moyen de contaminer. Mais cet épisode est très rare, ça arrive, on ne sait pas pourquoi, mais très rarement. Le gros problème, c'est qu'après, quand c'est passé dans la population humaine, ça passe très facilement d'homme à homme, et là, c'est là où l'épidémie commence. D'accord. D'accord. Alors, c'est le 9 février que cette épidémie a été découverte pour la première fois en Guinée. Et comment expliquer la présence de ce virus en République de Guinée? Là, si je puis me permettre, mais il est le professionnel, ce sera à lui de le dire. Oui. Mais en tous les cas, oui. En effet, ça c'est déjà un grand problème au niveau des scientifiques. On ne va pas l'expliquer. L'Afrique centrale, comment ce Ebola a atterri en Guinée directement en Guinée, ça fait tellement rapide, oui. C'est épisodique, pour l'instant, évidemment, les scientifiques vont essayer de rechercher la cause, les origines de cette situation-là. Mais en même temps, il y a un cas suspect au Libéria, oui. Mais sauf que ce cas suspect du Libéria n'est jamais venu en Guinée, n'a jamais eu de contact avec un Guinéen. Alors, comment on peut l'expliquer? Alors, il y a plusieurs cas qui sont confirmés au Libéria, oui. Au laboratoire. Il y a des cas suspects. C'est l'endroit où c'est arrivé au Libéria et l'endroit où c'est arrivé en Guinée. Oui. Il y a une rivière qui sépare. C'est les mêmes populations des deux côtés. Oui. Les chauves-souris n'ont pas été avertis qu'il y avait une rivière, qu'il y avait une frontière. Et les gens passent d'un côté à l'autre. C'est oui. Les premiers cas en Libéria, c'est des Guinéens qui vivent en Libéria, qui sont allés à un enterrement en Guinée et qui sont revenus au Libéria, qui ont été malades au Libéria. Donc c'est un échange constant de populations qui bougent d'un côté à l'autre. Maintenant, ce qu'on appelle un cas suspect, c'est quelqu'un qui a des signes cliniques qui sont comme Ebola. Mais jusqu'à ce qu'on ait pu le confirmer au laboratoire, ça peut être encore une fois le paludisme, ça peut être la fièvre typhoïde, ça peut être d'autres choses. Il faut faire attention, donc repérer tous les cas suspects, et après il faut les tester au laboratoire pour dire oui c'est ça ou non c'est pas ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a favorisé la présence aujourd'hui de l'épidémie d'une dizaine de victimes? Aujourd'hui on en est à une centaine. C'est allé trop vite. D'abord il n'y a pas une centaine de cas confirmés au laboratoire. Il y a une centaine de cas de gens qui sont positifs au laboratoire, cela il n'y a aucun problème, mais il y a aussi des gens dans le tas qui sont décédés et on n'a pas eu de laboratoire.
Donc, comme ils ont eu des signes cliniques qui ressemblaient à Ebola et qu'on ne peut pas avoir de laboratoire, ils sont morts. Ils sont décédés, on les compte comme cas suspects. Encore, déjà des morts. Et qui sont déjà morts, mais qui sont morts il y a 2 mois ou il y a 1 mois, et on n'a pas fait le prélèvement au laboratoire. Donc on ne pourra jamais dire s'ils sont morts d'Ebola ou s'ils sont morts d'autre chose. Donc dans le doute, pour être sûr qu'on ait un chiffre qui soit le plus proche possible de la réalité, on les compte comme cas suspects ou cas probables s'il y a une histoire qui est un peu plus... qui fait penser un peu plus à Ebola. D'accord. Docteur Magasouba, sur la même question. Je vous remercie. Ce que je peux ajouter, je voulais d'abord éclaircir un peu la première question que vous avez posée au départ, oui, en ce qui concerne les chauves-souris. En fait, les virus, les maladies là sont appelées les maladies émergentes. Voilà, c'est lorsque l'homme franchit un nouveau écosystème. Voilà, ça est un système étranger qui rentre en contact avec des virus qui, des fois, certains sont des réservoirs, ça sont des porteurs simples, mais capables de les diffuser, ou parfois sont victimes comme l'homme. Par exemple, vous parlez d'Ebola, en 1994, un cas avait été détecté en Côte d'Ivoire, dans la forêt Taï, que la Guinée partage avec... un cas de virus Ebola. Oui, une personne s'est contaminée, a fait la maladie, mais heureusement elle s'en est remise, mais la personne, ça a été Ebola, et la souche a été dénommée Ebola Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas eu autant de... Non, oui, c'est un cas unique, heureusement. Bon, mais ça veut dire déjà que le virus a existé depuis longtemps. En Afrique de l'Ouest aussi. L'Ouest, bien sûr. C'est en Côte d'Ivoire en 1994. Oui. Voilà. Et ça a été, toute la littérature en parle, c'est bien documenté. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'homme peut, en franchissant un écosystème, bon, et ce cas-là, c'était lorsque la personne s'est permise d'autopsier un singe, etc. Lors de l'autopsie, en manipulant le sang comme le docteur l'a dit, alors c'est contaminé à faire la maladie. Donc à l'heure actuelle aussi, plus tard nous ferons des études rétrospectives pour voir l'itinéraire du virus et voir peut-être d'où est parti, quelle était en fait la source de contamination. Donc pour le moment on ne peut pas... Oui, non, ça c'est une étude épidémiologique à long terme qui pourrait prendre du temps parce qu'il faut connaître l'origine du virus, faire le séquençage, comparer aux souches déjà qui existent et maintenant voir par exemple les premiers cas qui sont détectés à Guékédou, etc. Est-ce que c'est les mêmes virus typiques, il n'y a pas de variation, etc. Ça nous permet. Donc ça résume qu'en fait il y a différents types de virus Ebola. Absolument. Il y en a 5 qui sont connus. Il y en a un qui est Zaïre, puisqu'il a été trouvé la première fois Zaïre, Soudan, Côte d'Ivoire, on en a parlé. Il y en a un qui a été découvert en 2007 en Ouganda, qui s'appelle Bundibugyo, c'est le nom de la ville où il a été trouvé. Et un qui a été découvert chez des singes qui avaient été importés aux États-Unis, qui venaient des Philippines et qui s'appelle Reston. Donc il y a 5 espèces de virus. Il semble que la plus dangereuse pour l'homme, c'est Zaïre, c'est celle qu'on a trouvée ici. Celle qui s'appelle Reston, elle infecte les gens, mais ils ne font pas de maladie, pour l'instant. C'est ce qu'on appelle. Côte d'Ivoire, on connaît une seule personne. D'accord. Et qui n'est même pas morte. Et qui n'en est pas morte. Qui a fait la maladie. Qui a fait la maladie, d'accord. Alors, ce virus est dans nos murs depuis la mi-janvier. Depuis janvier, mais c'est à la mi-mars seulement que l'épidémie a été déclarée et que des mesures préventives ont été ensuite prises. Alors, les gens se demandent pourquoi. On aurait pu en parler depuis déjà janvier, on aurait pu faire l'alerte. Oui, mais le problème, comme on vient de le dire, c'est que quelqu'un qui a le corps chaud n'a pas forcément Ebola, ça peut être un paludin. Et on a dit que les signes ressemblent à bien de pathologies qui sévissent chez nous. En fait, la réaction du gouvernement, nous estimons qu'elle a été réellement rapide. Et en janvier, on a, dit-on, observé des cas. Oui. Mais notre collègue vient de rappeler que même parmi les morts, il n'est pas dit que ce sont des morts à base d'Ebola. Donc on ne pouvait pas savoir en janvier déjà certain que c'était absolument de l'Ebola. Il fallait un minimum de recul pour s'assurer qu'on est en face d'Ebola. Surtout que personne ne se serait attendu à ce virus-là chez nous. Personne ne se serait attendu. Ça a surpris tout le monde. Surpris vraiment tout le monde. Oui. Donc, mais pourtant à côté, on a parlé d'un pays voisin, parce que vous me dites ne pas citer de nom. Il y a cette fièvre de Lassa qui a les mêmes symptômes. Et peut-être que depuis
vous avez dit en 1977 déjà, l'Institut savait qu'il y avait des maladies qui ressembleraient à Ebola, mais des dispositions n'avaient pas été prises. Bon, je vais rebondir un peu sur votre dernière question. Oui. Moi, j'ai eu la chance... Sur la prévention d'abord. Non, je viens. Après la déclaration de cette maladie, j'ai eu la chance de quitter Conakry et de sillonner la zone où l'épidémie a été... Voilà, où elle l'épicentre. Tout à fait. D'accord. D'abord, nous sommes passés d'un laboratoire à un autre. Nous, c'est notre spécialité. Pour tenir informés tous les techniciens des laboratoires qu'il faut prendre des précautions parce que ce n'est pas une maladie ordinaire. Eh bien, Ebola, c'est tout à fait particulier. Et pour ce qui est je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les épidémiologistes du monde sont là. Ce n'est pas seulement pour chez nous. Chaque fois qu'il y a Ebola, presque tous les scientifiques du monde viennent. Si vous vous êtes rendu compte ici, il y a nos amis américains. Bien sûr, il y a une cinquantaine d'experts internationaux qui sont déjà sur Conakry. Pour Aguekedou, on nous dit que c'est une fille qui était malade au Libéria, qui serait venue et qui serait reçue par le personnel médical guinéen. Et après, qui l'ont consultée et qui serait retournée. Et que juste après son retour, elle serait morte. Mais ici, on ne se renvoie pas les balles d'un pays à un autre. Le plus important aujourd'hui, c'est que le virus est chez nous. Ici, tout le monde a été surpris. Nous, les virologues, le laboratoire des fièvres hémorragiques de mon ami Magasouba, nous, l'Institut Pasteur de Guinée, nous avons 16 laboratoires, dont une unité des fièvres hémorragiques. Je peux vous dire que, puisque à un moment donné, on avait vérifié dans la sérologie, on n'a pas vu du tout d'indice d'Ebola. Et toute la littérature épidémiologique nous disait que Ebola, c'est en Afrique centrale. Eh bien, on n'a même pas prédisposé d'immunosérum. Et même si on avait préparé ces réactifs, il se serait périmé parce qu'il n'y a pas Ebola. Aucune littérature ne le dise. Mais aujourd'hui, on a ici tous les spécialistes. Nous, je vais vous dire la vérité, chacun a cru à ça. Et les échantillons qui ont été envoyés à l'extérieur et dont les résultats sont revenus, et ils ont amené immédiatement les antigènes, d'abord à l'Institut Pasteur de Dakar, qui sont venus avec les antigènes. Donc cette façon de se procurer des antigènes, pas pour les réactions, le PCR est une routine dans la plupart des laboratoires. Mais c'est vrai, ça évolue aujourd'hui, c'est le PCR en temps réel. Ils sont venus, eh bien ils ont retrouvé tout le matériel qu'il fallait, excepté les antigènes au laboratoire des fièvres hémorragiques. Ils sont là-bas en train de techniquer. Nous tous, qui nous occupons des virus, tout le monde a convergé pour la partie guinéenne au niveau du laboratoire des fièvres hémorragiques. Quand on a techniqué, on a compris que tout était là, eh bien nous nous sommes permis d'aller maintenant à l'intérieur du pays pour informer nos spécialistes comment tous les laboratoires devraient se comporter. Et moi j'ai été jusqu'au laboratoire de Guékédou, dans le laboratoire mobile de l'Union européenne, pour passer une semaine avec eux. D'accord. Pour voir vraiment comment ça travaille. On va revenir dessus. Docteur Magasouba, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais juste ajouter, parce que vous êtes intéressé à la prévention. Oui. Voilà. Donc je vais vous dire que le système de surveillance guinéen fonctionne à merveille. Depuis 15 ans, nous surveillons les maladies à potentiel épidémique avec le ministère de la Santé. Nous avons des sites sentinelles de surveillance. Voilà, avec des définitions de cas de chaque maladie bien établies et avec aussi des procédures mises en place pour acheminer les prélèvements. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris par exemple, la fièvre jaune. De 2000 à maintenant, la Guinée a connu près de 4 épisodes d'épidémie de fièvre jaune. Massanta en 2002, après il y a eu Dingirai, il y a eu Bokri en 2009. Mais ça n'a jamais pris une telle envergure parce que dès le départ, c'était déjà diagnostiqué et puis c'est circonscrit. Et ce virus n'est pas connu des Guinéens. Ce virus n'étant pas connu des Guinéens, et les signes étant aussi bizarres, diarrhée, vomissement, myalgie, des signes qui n'orientent pas du tout. Bon. Et c'était la première cause. Voilà. Deuxième élément, c'est que le diagnostic n'étant pas possible dans notre pays à ce temps, il n'était pas possible. Tous les pays sont comme ça. Quand vous êtes confrontés pour la première fois, il faut un temps pour la réactivité, pour la
la riposte. Sinon, le gouvernement était à temps, a bien répondu, le professeur ont dit de même que le système de surveillance est bien établi et bien fonctionnel. D'accord. Professeur, c'est la même question. Oui, c'est ce qu'on vient de vous dire. Hein. C'est-à-dire que quand vous comparez la réaction du gouvernement guinéen par rapport aux gouvernements qui ont vécu la même situation dans les autres pays, mais vous allez trouver qu'on n'a pas du tout été en retard. Le problème, c'est que n'oublions pas qu'on est dans des pays en développement et avec énormément de problèmes en termes d'équipement et autres. Même si on a des ressources humaines qui mériteraient d'être davantage qualifiées, on a des ressources humaines suffisantes normalement pour essayer pour des réactions rapides. Mais le problème, il faut réellement des moyens. Et Ebola, ce n'est pas un simple virus. Ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut véritablement manipuler de l'Ebola. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de scientifiques ici, il y a la solidarité internationale, ça c'est vrai, mais Ebola peut également jouer un rôle d'arme biologique. Et c'est pour ces raisons-là que, en effet, c'est d'une préoccupation scientifique mondiale. La réaction du gouvernement, en tout cas à notre humble avis, a été réellement... D'accord, on va revenir sur la réaction du gouvernement guinéen. Docteur Colin, armes biologiques Ebola, vous nous direz un mot dessus, vous qui êtes américain. Les gens considèrent, du fait de la grosse mortalité importante du virus Ebola, que c'est une arme, ça pourrait être une arme biologique. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ce qu'il y a d'important, c'est, on sait, dans les épidémies précédentes, on sait comment lutter contre une épidémie. C'est des moyens en général très simples, mais qui demandent d'être appliqués très strictement, et on arrive à arrêter une épidémie. Dans le cas de cette épidémie-là, comme personne ne s'y attendait, ni les Guinéens, ni les pays internationaux, il a fallu un certain temps, mais on a vu dans d'autres pays comme l'Ouganda, en particulier l'Ouganda où on travaille, c'est que ils ont eu beaucoup d'épidémies d'Ebola, ils répondent de plus en plus rapidement et le nombre de cas diminue. À chaque épidémie, c'est des petites épidémies au lieu d'être des énormes épidémies, parce que les gens ont les moyens et les outils pour répondre rapidement. Et justement, à Massanta, des populations se sont soulevées contre Médecins sans frontières avec l'argument que c'est eux qui auraient importé ce virus en Guinée. Alors c'est toujours le réflexe des gens, quand on ne comprend pas, quand on ne connaît pas, on essaye d'accuser quelqu'un. Alors ça peut être de la magie, ça peut être des sorts qui sont faits. En général, il y a toujours, ça vient du voisin, ça vient pas de chez nous. C'est toujours des arguments qui sont portés et qui sont faits de la connaissance. C'est vrai que c'est aussi difficile à expliquer aux gens qu'il y a une maladie qui tue énormément et qui tue rapidement. Donc d'un seul coup, ils disent on ne veut pas aller à l'hôpital parce qu'on va mourir. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est ceux qui ne vont pas à l'hôpital qui meurent plus que ceux qui vont à l'hôpital parce que c'est important d'être pris en charge rapidement. Est-ce que vous comprenez l'attitude des populations de Massanta face à Médecins sans frontières? Bien entendu, parce que là, il faut voir le problème à deux niveaux. Quand on le voit avec l'œil international, c'est vrai qu'on est tout à fait surpris. Mais quand on le voit avec l'œil guinéen, parce qu'il y a un problème socio-culturel. Et c'est pour ces raisons-là qu'en pareille situation, on associe souvent des anthropologues qui cherchent à comprendre un peu le... Parce que, vous savez, chez nous, il y a cette solidarité humaine qui est tellement forte. Un malade, il faut que toute la famille se déplace pour aller voir le malade. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Et ce qui se passe, à juste raison, pour éviter qu'il y ait réellement de l'hécatombe, quand il y a un malade, on essaie de l'isoler pour éviter qu'il contamine les autres. Mais là, la population ne comprend pas et ils disent, quand ils viennent chercher quelqu'un, on ne le revoit plus jamais. Parce que quelquefois, ils ne voient même plus le visage du défunt, on l'enterre directement. Alors c'est un peu en contresens par rapport au couteau, et c'est ça qui a créé, je crois, un peu cette incompréhension qui, dans l'entretemps, je suppose, a été réglée. Mais l'éducation, la sensibilisation doit être réellement mise en exergue. Parce que jusque maintenant, il y a des gens qui ne croient pas du tout en Ebola.
Parce que quand vous discutez avec les gens, il y en a qui, d'un point de vue religieux, estiment que tout est volonté de Dieu. Quand le moment arrive, ça arrive, puis c'est tout. Et que interdire aux gens de se serrer les mains, que ce n'est pas entre musulmans, que ce n'est pas réellement musulman. Puis bon, il y a tellement de ces choses qui se disent et ils y croient. Donc le problème de sensibilisation, heureusement que là également, en tout cas au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des instructions ont été données à toutes les institutions pour expliquer, pour sensibiliser. On va revenir largement sur la sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui l'épidémie est circonscrite? Difficile à dire parce qu'encore une fois, vous travaillez avec... enfin, on travaille. On est devant un ennemi qui n'est pas tellement visible. Il frappe et puis se retire. Notre seule arme, c'est l'hygiène qu'on applique pour l'instant. Selon toute vraisemblance, ces derniers jours-là, il y a de moins en moins des nouvelles de décès. Je croise les doigts pour que cela soit, et je croise les doigts pour que cela demeure, puisqu'en ce moment, en fait... Vous dites qu'il y a moins de décès? Il y a moins de décès, on en parle moins, on a moins de cas, alors, c'est peut-être l'expression requise, on en parle de moins en moins. En tout cas, il y a de l'espoir qui revient, de plus en plus, chaque jour qui passe, c'est moins ces mauvaises nouvelles d'il y a une semaine, là, où là, c'était vraiment la psychose. D'accord. C'est Mado Souba, directeur de la prévention. Merci, du laboratoire des fièvres hémorragiques. Alors, moi, je suis du laboratoire où nous faisons ces tests. D'accord. Alors moi, je peux vous assurer que la situation est sous maîtrise. La dynamique est en nette baisse. Parce que nous avons commencé, il y a le taux de mortalité qui augmente, et après, à un moment, ça commence à diminuer. Mais encore une fois, je ne comprends pas parce que le nombre de victimes, quand même, d'après les chiffres de l'OMS, aujourd'hui, je crois, on est à 135 cas enregistrés pour toute la Guinée, avec 101 décès. Voilà. Mais si vous repartissez ça sur la période qui est comprise, c'est ce que vous n'avez pas fait. Si on commence depuis le début, on verra que dans les premières semaines, ça allait très vite. Et mais maintenant, c'est ce que je veux vous dire, que la chose est simple. Moi, je suis du laboratoire où on fait le diagnostic. Toute l'équipe est là. Nous réalisons au départ, on avait peut-être 8 cas à tester. On dit par exemple 4 sont positifs, 2 non sont, etc. Nous sommes maintenant à 3-4 jours, on n'a eu aucun cas. On fait seulement le suivi. D'accord. Donc c'est un signe important. C'est-à-dire que vraiment la situation est circonscrite, surtout à Conakry. Voilà. À l'intérieur aussi, nous avons des échos de nos partenaires parce qu'on a 2 laboratoires qui travaillent dessus. Les Allemands de Hambourg sont à Bikini et nous sommes ici avec l'Institut Pasteur de Lyon et de Dakar. Donc eux aussi, les informations sont les mêmes, les cas se font de moins en moins. Donc par rapport à une épidémie d'Ebola, il faut dire que vraiment on peut se référer que la chose est sous contrôle. Docteur, je voulais dire que contrairement à ce que l'opinion, les gens pensent, la réaction des autorités guinéennes a été rapide. Il y a eu dans d'autres pays, l'épidémie s'est déclarée. Je peux vous dire que ça a fait beaucoup plus de temps avant que des mesures ne soient prises. Ici, donc, nos autorités se sont mises. Hier, vous-même, vous suiviez. Les autorités ont réagi rapidement et les autorités ont mis beaucoup de moyens dans la lutte contre... Alors, en parlant des moyens, on dit que le gouvernement guinéen a débloqué 10 milliards de francs pour la riposte contre le virus, et le gouvernement, on le sait, est soutenu dans cette riposte par l'Union européenne qui a aussi donné 500 000 euros, la CEDEAO 250 000 dollars, et sur le terrain on a les experts qui sont là, il y a l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières, et donc une cinquantaine d'experts venus de par le monde. Un commentaire sur ce soutien inconditionnel aujourd'hui à la Guinée face à ce virus mortel. On est dans la riposte. Professeur. Oui, comme je le disais au début, bien entendu, nous sommes très sensibles à cette expression de solidarité, puisque le monde est devenu un village planétaire. Donc c'est à des moments de ce genre, quand on est réellement dans cette détresse, qu'on sait identifier les vrais amis. Et c'est pour cette raison que
il est évident, malgré ce qui s'est passé à Massanta, mais j'ai expliqué le pourquoi. Tout à fait. Ce n'est pas parce que on n'est pas conscient de le rapport. Et nous en sommes tous conscients et je crois que tous les Guinéens apprécient le fait de voir des experts, et surtout quand on parle d'experts d'institutions particulièrement spécialisées de par le monde, comme les institutions américaines qui sur ce plan sont à l'avant-garde, et les institutions également européennes, dont les françaises, parce que c'est elles qui nous ont permis quand même d'identifier Ebola. Donc on ne peut que leur exprimer toute notre reconnaissance et toute notre gratitude. D'accord. Ainsi va le monde. D'accord. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Grand Dossier consacrée donc ce soir à ce virus mortel et à la riposte des autorités guinéennes. À tout à l'heure. Le rendez-vous mensuel de l'actualité nationale avec les acteurs de la vie politique, sociale et économique. Suivez l'émission Grand Dossier. Qu'est-ce qu'on attend du nouveau comité d'audit? Grand Dossier, c'est un rendez-vous de débat, de contradiction et d'information. Retrouvez tous les mois Tété Keïta avec ses invités pour décrypter ce qui fait l'actualité ici et ailleurs. Grand Dossier qui ce soir réalisé sur un plateau parisien et cela grâce à l'ambassade de Guinée ici en France. Thème du jour, l'un des professeurs Alpha Condé, quel bilan? Voilà, retour sur ce plateau de l'émission Grand Dossier. Ce soir, il est question du virus Ebola dans notre pays. Avant de vous quitter, je disais tantôt que le gouvernement guinéen avait débloqué 10 milliards de nos francs. L'Union européenne, 500 000 euros. La CEDEAO, 250 000 $. Des ambassades également apportent leur soutien. Je veux bien savoir, chers invités, comment tout se font à ce jour géré. Qui intervient le premier? Alors, vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur. Oui. Donc, on essaye d'avoir une réponse unique. Donc, sous l'égide du ministère de la Santé, qui est responsable du problème, l'Organisation mondiale de la santé a convoqué, invité tout un tas d'experts du monde pour travailler. Mais il y a des réunions journalières pour être sûr que tout le monde parle avec la même voix. Oui. Ça serait très grave s'il y avait des discordances, si quelqu'un disait quelque chose, quelqu'un disait l'inverse. Oui. Les gens ne comprendraient plus. Donc il y a une politique unique, il y a des réunions tous les jours pour se mettre d'accord sur les méthodes, sur les messages qui sont donnés à la population, sur le système de diagnostic, sur la collection des données épidémiologiques, des données de laboratoire, pour avoir une réponse simple et unique. Même si le problème est compliqué, on essaie d'avoir une réponse simple et surtout d'engager la maladie Ebola. Ça ne touche pas que les gens du laboratoire, les experts internationaux et le ministère de la Santé, ça touche toute la population. Et il faut que toute la population guinéenne participe à l'effort pour que la maladie, l'épidémie s'arrête le plus vite possible. D'accord. Merci. En complément de ce qui vient d'être dit, je dirais que quand on parle de ces sommes colossales, bien sûr, leur destination est bien connue. Oui. Le résultat que vous avez, nous avons dit que l'épidémie est presque circonscrite. Ça veut dire que derrière ça, il y a un grand travail qui a été déroulé. Nous, au laboratoire, par exemple, nous avons besoin tous les jours. Chaque fois que tu rentres dans un labo, il faut avoir... Et aujourd'hui, votre laboratoire, au sein de votre laboratoire, vous êtes mieux équipé? C'est ce que j'ai dit. Il doit y avoir des équipements de protection. Il doit y avoir... Non, il y en a. Il y a déjà des équipements de protection personnelle. Si vous rentrez 10 fois vous changez. Je vous ai dit, ces matériels sont à usage unique. Des lunettes, des bottes, des gants, etc. Des désinfectants, des réactifs, le carburant. Et tout ceci-là est assuré à 100%. Pratiquement automatiquement, quand nos étrangers sont venus, ils se sont crus carrément en Europe. Tout est là à tout moment, rien ne manque. Donc ils se posent la question, on dit c'est parce que l'État a manifesté sa réactivité rapide. Il y a eu l'accompagnement. Il y a eu l'accompagnement au moment et dans les meilleures mesures. D'accord. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que ces fonds vraiment sont allés à bonne destination. Oui, une épidémie de ce genre
est multiministériel. Si vous avez vu, c'est le chef de l'État en personne qui dirige la lutte contre cette épidémie. Vous l'avez écouté il y a quelques jours. C'est comme un professionnel des épidémies. Il a parlé des contacts, il a parlé comment il faut prévenir. Ça veut dire que... Et il a surtout dit de ne pas céder à la panique, à la psychose. Juste. Et c'était la aussi personne la plus autorisée pour le faire. Et cela est arrivé tout droit à nos populations. Nous le saluons. Moi qui étais sur le terrain, eh bien ça a fait un effet immédiat. Et le bureau de l'OMS, le ministère de la Santé, les autres ministères, aucun ministère n'est exclu dans une lutte contre une épidémie. Quand il y a une épidémie, c'est tous les départements. Et si c'est parti jusqu'au niveau du président de la République, c'est parce que vraiment, ça n'appartient plus à un seul département. Mais ils sont habitués à gérer ces genres d'épidémies. Je veux dire que les dépenses qui seront faites, nous sommes sûrs que ça ira à la fois dans la lutte directe contre l'épidémie, mais c'est sûr que même les laboratoires vont améliorer leurs équipements, parce que les experts sont là, nous sommes avec eux, nous sommes en train de techniquer avec eux dans les laboratoires, mais après eux, nous devons continuer la lutte, nous devons continuer à isoler, la prévention. Oui, bien sûr, à identifier tous les cas suspects. Vous savez, c'est des cas suspects. Et M. Rollin Pierre l'a dit tout à l'heure, tant que nous, on n'a pas identifié le germe, eh bien on dit seulement c'est des cas suspects. D'accord. C'est le laboratoire seul qui peut vous dire que ce cas-là était positif. D'accord. Professeur Baldé, le Sénégal a fermé ses frontières terrestres avec la Guinée sans que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ait sorti un rapport pour dire que la situation était grave en Guinée. Quel commentaire, quelle lecture pouvez-vous faire sur cette décision du gouvernement sénégalais? Alors, vous me posez vraiment une colle. Le problème, là, c'est pas d'être sénégalais ou guinéen ou libérien. Et chacun a une philosophie par rapport à la gestion de son pays. Et si le Sénégal a estimé que c'était nécessaire et indispensable de protéger son pays et ses populations en prenant ces mesures-là, ça n'engage que... ils ont certainement leur raison. Et bien entendu, je ne pense pas que le Sénégal ne soit pas solidaire à la Guinée par rapport à ce qui nous arrive. Je ne crois pas. Je pense qu'ils sont solidaires, tout comme la présence des Américains et autres là, mais chacun selon ses moyens. Chacun selon ses moyens. Et face à tout à l'heure, nous étions en train de parler du cas de Massanta. Quand on essaie de couper dans une famille, on dit non, toi tu ne dois plus voir ton fils parce qu'il est malade. Mais on le fait, c'est pour son bien. Et l'autre va rétorquer, il n'appartient qu'à Dieu. La mort ou la vie, ça n'appartient qu'à Dieu. Mais bon, sincèrement, sur le plan tout simplement humain, je dirais que je comprends. Mais la solidarité, j'en senserai toujours la solidarité. D'accord. Docteur Collin, sur la même question. Chaque pays est libre de faire ce qu'il veut. On devrait attendre quand même que l'OMS fasse un rapport pour dire qu'en Guinée, la situation elle est un peu critique. L'OMS a fait un rapport, n'a pas fait de restrictions. Dans son rapport, il n'a pas annoncé qu'il fallait restreindre les voyages, limiter les entrées, limiter les sorties. Ça, il a dit que c'était prévention à faire. Il a dit que c'était ouvert, que c'était de prévention. Bon, le Sénégal, d'un côté, a fermé les frontières terrestres, de l'autre côté, a aidé les experts de l'Institut Pasteur de Dakar à venir travailler en Guinée, donc il y a une réponse qui est un peu mi-figue, mi-raisin, là on ne sait pas trop ce qui se fait, mais l'incompréhension elle arrive à tous les niveaux, quand les gens ne savent pas et ont peur, ça peut être au niveau de la population dans le pays, à Massanta on a vu les gens ne comprennent pas ci et ça, et peut-être à certains niveaux, les politiciens ne comprennent pas,
il y a tout ça. Et tout, on revient toujours au même problème, l'éducation est très importante et la transmission des informations est très importante pour que les gens comprennent et réalisent que c'est pas... Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais l'essentiel, c'est si on ne travaille pas tous ensemble, ça ne marchera jamais. Cette autre question, faut-il avoir honte de cette épidémie? Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Les virus existent dans le monde, dans les animaux, dans les humains. Ils sont là. Je pose la question parce que ceux qui ont suivi les traitements, il y a eu des problèmes d'intégration après. Alors ça, c'est un très gros problème dont il faut parler. Les gens qui guérissent... On se méfie de plus en plus de ceux qui sont même guéris de la maladie. Les gens qui sont guéris de la maladie ont éliminé le virus, ils n'ont plus de virus, ils ne sont pas dangereux, on peut leur parler, les toucher, vivre en même temps, voyager en même temps, il n'y a aucun risque, il n'y a aucune raison de stigmatiser des gens qui sont passés à travers une maladie qui est dure, qui ont réussi à survivre de cette maladie, à se battre contre le virus et à l'éliminer. Et le pire pour eux, c'est de retourner dans leur communauté et d'être rejetés, alors qu'ils ne posent strictement aucun risque pour la population. Donc il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas des malades, c'est plus des malades. Ils ont récupéré, ils sont comme vous et moi, ils sont même peut-être plus forts, je ne suis pas sûr que je survivrai à la maladie, eux ils ont survécu à la maladie, donc il faut les réintégrer le plus possible. Professeur, sur la stigmatisation. Oui, là ça rappelle un peu le problème du sida, du VIH en son temps. Il y a eu, à force d'éducation, de sensibilisation, on est arrivé à circonscrire ce problème-là. Là c'est tout à fait nouveau et comme vous le signalez, il n'est pas exclu que ces gens qui ont eu cette chance exceptionnelle de s'en sortir, qu'ils soient en effet rejetés au niveau de leur famille, ce qui serait quand même très dommage. Mais comme nous vivons un village, le monde est devenu un village, avec Internet où vous avez suffisamment d'informations. Parce qu'il est dit que quand on guérit, 7 semaines après, vous trouvez sur Internet, on peut toujours, il y a toujours quelques séquelles. Et ce qui fait que dans le sperme, il faut éviter le contact sexuel, dit-on, pendant 7 mois. Après 7 semaines. Oui, pendant 7 semaines, pardon. Pendant 7 semaines. Une fois qu'on est guéri de la maladie, il faut éviter tout contact sexuel chez l'homme. Pendant 7 semaines. D'accord. Donc, mais l'un dans l'autre, ce n'est pas dans nos habitudes de rejeter. Ce n'est pas dans nos habitudes de rejeter des êtres qui nous sont chers. Mais tout simplement, un problème, j'ai dit, d'éducation. Mais il faudrait bien déjà que les éducateurs maîtrisent parfaitement le sujet pour pouvoir livrer le bon message. Puisque comme je vous l'ai dit, il suffit de discuter avec les gens dans les rues pour réaliser qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Puisque nous travaillons avec les tradithérapeutes. Moi, je suis chercheur dans le domaine des plantes. Et les tradithérapeutes, nous les avons regroupés pour essayer de leur dire que désormais, de faire attention quand même par rapport à leurs patients. Mais ça, 2 jours durant, nous avons discuté pour les convaincre parce que eux, ils se disent que cette maladie, ils la connaissent. Il n'y a pas de problème, ils vont la maîtriser. Eux, ils se disent qu'ils peuvent maîtriser cette maladie. Ils disent. Mais enfin, nous, en tout cas, nous campons dans ce domaine qui donne cette information. Ebola est un virus extrêmement méchant. Ebola est un virus nouveau, donc il faut faire réellement attention. Mais on a fini quand même par avoir le même vocabulaire sur ce plan, mais désormais ils vont quand même prendre des précautions par rapport à leurs patients. Mais sinon, il y en a qui disent que eux, cette maladie, ils la connaissent et il n'y a pas lieu d'avoir peur. D'accord. Si on parle de précaution, je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent que le virus Ebola est très dangereux, mais d'un autre côté, il est très facile à détruire et à tuer. On sait que la javel le tue, on sait que le savon le tue, que les lessives tuent le virus, donc il est très facile de s'en débarrasser. Alors il ne faut pas tomber dans l'excès de dire on va vivre dans un bain de javel
pour être sûr. La javel est toxique. Les gens s'en mettent sans faire attention sur la peau, se brûlent la peau et c'est très dangereux. L'eau et le savon est une méthode qui marche très bien pour détruire le virus et il est facile. Si j'avais Ebola maintenant, aucun d'entre vous n'aurait Ebola parce qu'il n'y a pas de contact étroit et le virus ne survit pas dans l'air, le virus ne survit pas dans l'eau. C'est un virus par rapport à d'autres. Si j'avais la grippe, vous auriez tous la grippe. Il y a des virus qui survivent très bien, le virus Ebola ne survit pas. C'est une chance pour nous, parce qu'il est très dangereux, mais d'un autre côté, il est aussi fragile. Donc c'est l'un ou l'autre, on peut arriver facilement à se protéger. D'accord. On va un peu... La stigmatisation toujours, je voulais avancer. Allez-y alors, on n'a plus suffisamment de temps. Voilà, on n'a pas raison en fait de stigmatiser ces personnes. Ils doivent faire confiance, la population doit faire confiance au système de santé. C'est nous qui nous assurons par exemple cette surveillance. On a le laboratoire, 3 rôles majeurs. Premier, c'est nous qui déterminons le statut. On détermine les malades pour nous. Second, nous assurons le suivi. Donc avant de libérer une personne, on sait que la présence du virus dans le sang dure de 5 à 15 jours. Donc quand vous êtes retenu, si vous avez survécu, après 20 jours, on fait le premier prélèvement, on voit s'il n'y a plus de virus, on reprend encore un deuxième prélèvement. C'est lorsque vous avez 2 résultats négatifs consécutifs qu'on libère la personne pour être très sûr. Donc la personne n'est plus en mesure de sécréter et ne présente aucun danger pour son environnement, et pour la famille, et pour la communauté. Voilà, donc sur ce plan, je pense qu'on peut être... D'accord. À l'aéroport international de Conakry, je pense que des mesures ont été à ce niveau prises. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, je voulais d'abord rebondir sur ce que M. Pierre Rolin a dit. Allez-y. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le virus Ebola est extrêmement faible dans l'environnement. Si, même à 56 degrés, il est déjà perturbé. À 75 degrés, il est pratiquement déjà mort. C'est vous dire que sa survie dans le milieu, dans l'environnement, eh bien, elle est très réduite. Contrairement à d'autres virus, comme il l'a dit, qui ont longévité, qui résistent à la chaleur, qui résistent à beaucoup de choses. Donc, le virus Ebola est extrêmement sensible aux effets de l'environnement. Donc, il est très peu résistant. Je voulais insister, c'est qu'aujourd'hui, nous, techniciens des laboratoires, nous, l'Institut Pasteur de Kindia, eux, des fièvres hémorragiques, nous sommes en partenariat avec ces laboratoires, par exemple, particulièrement de celui de l'Institut Pasteur de Dakar. Nous avons fait beaucoup de projets de recherche ensemble. Ils sont là avec nous. Ils sont en train de travailler avec enthousiasme. Ils sont en train de techniquer avec le personnel guinéen pour avoir les résultats. Donc il n'y a rien de choses. Ils sont aussi en train de nous assister. Nous sommes en train de travailler de façon très fraternelle. D'accord. Peut-être un dernier mot, professeur Baldé, à tous ceux qui nous suivent, un message pour que les gens prennent effectivement conscience que ce virus il est dangereux, mais qu'il y a quand même des mesures pour ne pas être victime. Des mesures très élémentaires. Il vient de le dire, tous viennent de le rappeler, c'est un virus extrêmement fragile, contrairement à d'autres virus. Et se laver les mains est déjà au savon, et rien que ça, c'est déjà suffisant. Si chacun appliquait les mesures d'hygiène, mais au-delà même de Ebola, si nous appliquions rigoureusement les mesures d'hygiène dans nos maisons, et autour de nous, et à notre niveau, on arriverait déjà à vaincre beaucoup de maladies, au-delà même de Ebola. Donc, au niveau de la population, c'est inviter tout un chacun à réellement prendre très au sérieux ces mesures d'hygiène. Ça, ce serait déjà, parce que chacun est soldat dans cette bataille contre Ebola. Et l'arme qu'on demande d'utiliser, c'est les mesures d'hygiène, se laver les mains au savon, être propre chez soi. C'est pas une mitrailleuse très difficile à acquérir. Chacun peut trouver ce savon-là. Donc à la population, franchement, mesures d'hygiène, mesures d'hygiène. En quelques secondes.
Quelques secondes. Oui. C'est important quand les gens sont malades, d'aller consulter le plus rapidement possible. Pour toutes les maladies en général. Pour Ebola, c'est important pour deux raisons. D'abord parce qu'on va bénéficier du meilleur traitement si on y va tôt. Ensuite, qu'on protégera sa famille parce qu'on évitera de contaminer une génération successive qui risque d'être contaminée. Donc les gens doivent consulter très tôt. C'est ce qu'ils peuvent faire de mieux pour eux et pour le reste de la famille et pour la population en général. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Grand Dossier. J'espère que vous avez appris assez de choses ce soir en compagnie de mes invités, des invités de renommée internationale, et surtout que le virus Ebola trouve sa tombe en Guinée. Encore une fois, merci et très bonne suite de programmes télévisés.